Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Fan du crédit. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est l'Internet, le site Internet. Comment je passe d'un site Internet qui est plutôt généralement vitrine vers un site marchand, c'est-à-dire quelque chose qui soit directement en liaison de vente avec le client. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir et d'avoir une table autour de moi très agréable aussi. Aurélie Buan-Willis, fondatrice de The First Blossom. C'est ça, bonjour. Ça. Bonjour Aurélie. Sarah Imiche, cofondatrice de Keaxia. Tout à fait. Et Charles Jaouen, responsable partenariat chez SSP. Bonjour. Grosse structure internationale sur les moyens de paiement. Je vais commencer par vous laisser vous présenter vos structures. Ça me paraît important pour que les gens vous identifient. Donc, on va refaire le tour de table dans ce sens-là. Aurélie, vas-y, The First Blossom. Donc, Aurélie Buan-Willis, dirigeante de The First Blossom. C'est une agence spécialisée dans les TPE-PME. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises à la création ou la transformation. Et bien évidemment, le cœur, le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires. Donc, augmenter leur chiffre d'affaires par des leviers comme la création de sites Internet, la gestion de leurs réseaux sociaux, leur référencement naturel ou encore les publicités. Voilà. Merci, on apporte une touche très personnalisée et un accompagnement. Et ça leur fait plaisir en général. Sarah, Keaxia, Kezako. Alors, en quelques mots, Keaxia est un cabinet de conseil et un studio IA. On a fait exprès de l'appeler studio IA parce qu'on est dans la production et du coup dans l'intégration d'IA sur mesure pour les entreprises. Et on les accompagne pour gagner en efficacité et augmenter leur chiffre d'affaires via plusieurs leviers et surtout de l'IA utile et intégrée dans les processus métiers. Et on a notamment une clientèle financière. D'accord. Alors, clientèle et production utile, Oui. On va y revenir. Très bien. Charles, SSP, alors ceux qui sont dans les moyens de paiement ou qui connaissent un peu, ne présentent plus cette organisation-là, mais c'est peut-être bon de le rappeler. Exactement. Donc SSP, ça signifie Score and Secure Payment. On est établissement de paiement agréé par la CPR depuis 2020. Donc nous, notre métier, c'est de créer, sécuriser et garantir toute la ligne donc en intégrant des moyens de paiement, mais aussi en se connectant à plusieurs interfaces. On est donc interfacé à des acteurs de l'open banking notamment. Et donc nous fournissons des solutions qui évoluent en fonction du parcours de souscription, que ce soit en ligne ou hors ligne, parce qu'on a commencé avec des acteurs du retail comme Leroy Merlin, comme Ikea ou comme Metro. Et aujourd'hui, donc, on accompagne à la fois les marchands dans le développement de ces briques de paiement et donc on intervient également en magasin. On a deux branches de scope qui sont l'intégration de bout en bout, end-to-end en ligne, et puis l'aspect magasin où on va déployer des solutions plutôt SaaS. Ok, merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour présenter un petit peu ça, moi, je suis un vieux de la vieille, hein, vous aurez remarqué, les cheveux blancs sont là pour le prouver, mais les courtiers se sont assez rapidement mis sur les sites Internet au début des années 2000, etc. Déjà, on a même eu des acteurs qui sont issus totalement d'Internet, hein, des entreprises comme Meilleurtaux sont des exemples très parlants. Ces sites Internet étaient destinés d'abord à donner de l'information. Puis ensuite, on est allé un petit peu sur du click to store, hein, comme on dit dans le jargon commerce, c'est-à-dire qu'on essaye d'inciter les gens à venir nous rencontrer. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de faire mieux que du click to store, c'est-à-dire carrément de vendre ou d'aller très loin. Alors, on ne vend pas, on n'est pas sur du négoce de matériel, c'est du service, etc. Mais est-ce qu'on peut y aller dans tous les cas ? Alors, il y a deux choses pour ça. Il y a l'identification de la notoriété, la visibilité du site, et on va voir tout ce qui est pertinence des algorithmes avec ces moteurs de recherche qui en permanence modifient, ajoutent des données dans ces sujets-là. Et puis il y a aussi que cette priorité à l'information peut finalement desservir
l'intermédiaire, puisqu'il va beaucoup nourrir la culture et la recherche de la partie de l'internaute ou du client potentiel pour ensuite aller lui-même négocier ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est une évolution qui est totalement inéluctable ou est-ce qu'au contraire, on peut essayer de closer, j'utilise des termes anglais, mais désolé, c'est ce qu'on utilise beaucoup en langage de marketing de vente. Et dans ces conditions-là, les consommations, les habitudes de consommation, et notamment des internautes en crédit ou dans beaucoup de services, ont énormément évolué. Donc, est-ce qu'on peut effectivement évoluer vers un site marchand au sens littéral du terme, comme on pourrait le dire? Alors, je vous ai promis, on va aller directement sur ces éléments sur les sites Internet. Est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui un peu le bilan que sont aussi aujourd'hui les sites Internet des sociétés de services? Parce que, Aurélie, je crois que tu touches aussi à l'immobilier, au logement, oui, etc. Donc, totalement. les différentes générations de ces sites, qu'est-ce qui se passe? On évolue là-dedans? Un énorme boom, surtout depuis l'IA. Donc, on a eu plusieurs phases. Donc, c'était, on va peut-être remonter à il n'y a pas si longtemps. On faisait 5 pages HTML. On était référencé sur des moteurs de recherche. On était content. On mettait des mots-clés. C'était fantastique. Voilà, site vitrine. On n'avait rien à faire. Et voilà, il y a eu un énorme changement de paradigme, notamment ces dernières années. Donc oui, effectivement, comme tu le disais, Bruno, on est passé sur des sites avec de l'interaction internaute, etc. Mais aujourd'hui, on est vraiment centré sur l'IA et sur l'expérience utilisateur déjà, mais on est plus sur une démarche d'activité de l'internaute, c'est-à-dire qu'on va le solliciter, on va faire en sorte qu'il soit actif. C'est lui l'acteur de son parcours aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a eu un énorme changement et on en parlera peut-être après, mais il suffit plus d'être référencé maintenant, il faut être actif, il faut être référencé sur les moteurs IA, parce que c'est l'avenir. Et il faut aussi comprendre le parcours client qui n'est pas du tout linéaire et qui va utiliser tous les outils possibles à son actif pour pouvoir acheter. Donc nous, c'est à nous de le traquer comme on peut, avec bien sûr la réglementation, pour pouvoir ensuite lui donner tous les outils nécessaires. D'accord, sachant que l'intermédiaire en opération de banque, souvent dans le cadre du crédit, mais demain, ça sera sans doute évolutif. En tout cas, tout est prévu dans les textes de loi. Oui. Mais cet intermédiaire-là, il peut intervenir sur différents marchés. Et j'ai pas forcément les mêmes populations de visiteurs entre le crédit professionnel, le crédit Exactement. à la consommation, le crédit immobilier. Les gens n'ont pas les mêmes attentes, etc. Et on voit se multiplier ces outils, qui un blog, qui un ça. chat robot, qui tout ça, dans tous les cas. Donc, c'est important dans ces sites, dans ces générations de sites. Oui, il va falloir répondre à toutes les demandes sans les submerger. Donc, évidemment, on va faire des analyses fines et poussées de chaque utilisateur. C'est pour ça que dans l'évolution des sites, comme tu disais, on est passé sur un Web 1 où on regarde, un Web 2 où on interagit, et là sur un Web 3, c'est-à-dire en fonction de la demande de l'internaute, on va proposer une formule adaptée et totalement variable suivant un internaute à un autre. C'est ça l'avenir du web en fait. C'est-à-dire que dans un site marchand, on ne proposera pas la même expérience à un utilisateur plutôt qu'un autre. Alors Sarah, ça fait partie notamment, Aurélie évoquait le sujet de l'IA qui est en train de bousculer. On l'a quasiment sur toutes les tables rondes, l'IA s'invite, entre guillemets, dans nos propos, mais sur le sujet des sites et de la visibilité digitale, on va la nommer comme ça, effectivement, ça s'invite. C'est quoi ce que tu remarques, toi aussi, de ce côté-là, comme évolution? Est-ce qu'on voit vraiment ces sites prendre une tendance différente? Alors, grâce à la technologie, mais aussi grâce à des marketeurs digitaux de plus en plus fins et de plus en plus formés. Aujourd'hui, il y a le point de départ, c'est le client. Le client en 2025... On l'oublie souvent d'ailleurs, ça. Exactement. C'est notre point de départ finalement. Le client en 2025, il ne cherche pas uniquement, en tout cas, à avoir des informations, consulter des informations qui soient très qualitatives, consulter des informations, remplir un formulaire. Ce n'est plus les attentes. Les attentes du client en 2025 et bientôt 2026, on se rapproche, c'est guider, m'aider, me guider, m'accompagner. Et du coup, finalement,
interagir avec moi. Et cette interaction, elle prend plusieurs formes. Et que je puisse avancer dans mon parcours. Et surtout, que je puisse lancer un parcours digital en complète autonomie. Et ensuite, je peux interagir avec un conseiller quand j'en ai besoin, quand à des moments opportuns de mon parcours, etc. Et finalement, ce que j'attends, c'est une interaction. Et un parcours extrêmement fluide et cohérent pour moi. D'accord. Ce qui fait que, et c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité, on en parle depuis très longtemps, aujourd'hui ça devient une nécessité absolue. Si on regarde plutôt les acteurs, où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce besoin du client, il y a ceux qui ont pris conscience et qui commencent à réfléchir comment je peux mettre ça en place, etc. Ceux qui ont déjà commencé avec des petits chatbots ou des modes d'interaction au début, quelques tests, quelques POC, et ceux qui n'ont pas encore pris conscience que c'est le monde de demain, et surtout c'est le monde de demain qui est déjà là aujourd'hui. Parce que tout simplement, ce mode d'interaction aussi, on le doit un peu à ChatGPT, Perplexity, Mistral, Gemini et autres, qui ont changé en fait notre mode de fonctionnement et comment on interagit avec l'Internet, entre guillemets. Aujourd'hui, 39% des Français utilisent les moteurs, et ça augmente 75% quand on a entre 18 et 24 ans, et quand on a le cœur du réacteur du crédit autour de la trentaine. Oui, c'est les millennials aujourd'hui qui arrivent sur ce marché de consommation. Ce sont ces nouveaux usages. Et c'est ces nouveaux usages qu'il faut adresser, mais le marché aujourd'hui, en termes d'acteurs, il n'est pas homogène, c'est une disparité. Quelques acteurs qui s'y mettent, les autres, on commence à s'y mettre. En tout cas, la réflexion est initiée. Oui, parce que j'évoquais les pluralités d'activités, donc forcément les pluralités de populations concernées, mais on peut effectivement parler des pluralités de générations. Et aujourd'hui, il ne faut pas imaginer que les seniors sont hors jeu sur l'Internet. Elles se sont même énormément emparées de ce sujet-là, pour des questions pratiques, on voit bien. Et puis parce qu'elles ne voulaient pas rester à la ramasse vis-à-vis de leurs petits-enfants et leurs enfants. Et donc, ces sujets par rapport... Alors, est-ce que je reprends un peu ce que tu disais, Aurélie, est-ce qu'on est passé d'un site où je parle de moi à un site où je parle au client et maintenant où on veut que je fasse parler le client? C'est ça? En fait, je pense qu'on est passé d'une logique où tout ou rien, c'est-à-dire je récolte toutes les informations qui sont associées au formulaire, à ce moment-là je déclenche un lead, un contact, etc., à une logique plutôt de micro-engagement. Et le micro-engagement intervient avec les interactions. Et il y a trois manières, en fait, aujourd'hui, le triptyque gagnant pour collecter. Et on ne dit plus collecter, c'est plus une interaction utile qui va générer par la suite du business. Et si on se focalise là-dessus, comme disait Aurélie, il y a tous les sujets qui sont le tracking comportemental sur un site. Et là, je clique à droite, je clique à gauche, je renseigne ça, etc. On détecte à partir de là des intentions qui sont extrêmement fortes. Mais là, si je reviens sur la collecte de l'information, ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on commence à mettre en place chez nos clients, c'est toute la notion de micro-contextualiser. C'est-à-dire, je vais récolter de l'information via des questions à des étapes clés du parcours qui sont, vos questions, Bruno, sont différentes de celles d'Aurélie. Par exemple, je vais voir que vous êtes arrêté dans le parcours de simulation d'un crédit. Vous êtes un particulier, vous vous arrêtez au niveau du taux et vous partez. Vous avez envie de partir. Là, au lieu de pop-up intrusif, etc., je vais vous poser une question parmi une panoplie de questions. L'IA choisit la question qui est la plus adaptée pour vous dire souhaitez-vous que je vous envoie un changement de taux? D'accord. On voit que vous avez tiqué sur le taux. Et là, on rentre en fait dans une nouvelle façon de faire. Le deuxième collecte d'informations qui est complémentaire avec le tracking et du coup qui change aussi la manière de faire, c'est la contextualisation adaptative. C'est des gros mots, mais je le fais exprès en français. C'est-à-dire que finalement, j'ai toute une panoplie, en fait, et sans rentrer dans les détails techniques, des moteurs IA adaptés, je dirais, à mon contexte client, etc., etc. Et du coup, le formulaire qu'aujourd'hui est figé pour vous, pour Aurélie, etc., il est complètement dynamique. D'accord. Du coup, on est dans une découverte client dynamique
Et à partir de là, on va poser énormément de questions. Et surtout que le client, pourquoi il va s'engager avec nous? Parce qu'il a l'impression d'avancer dans son parcours et avoir de la valeur. Soit il va avancer dans sa compréhension du crédit, soit il va avancer sur la compréhension du service. Et du coup, je vois de la valeur, je perçois de la valeur, je continue. Je perçois de la valeur, je continue. Et toutes ces informations captées, c'est une mine d'or pour le conseiller. Parce que finalement, le cycle, c'est que ça va enrichir le conseiller pour la prise de contact humaine. Et le conseiller va capter de l'information sur le terrain qui va ensuite injecter dans le parcours digital. Et le parcours digital devient une espèce de brique à part entière de l'expérience, alors qu'avant, c'était un point de contact. Je génère des leads, je génère des leads, je génère des leads. Et le changement, il est en train de s'opérer en ce moment. D'accord, oui, parce que la technologie permet effectivement là-dessus. C'est ça. Alors, Exactement. Charles, alors, le paiement dans ce sujet-là, il est un petit peu... On peut imaginer que c'est une phase d'aboutissement, c'est-à-dire qu'on valide et on formalise la vente par ce biais-là, mais au travers de ce paiement, on a aussi des tas de données qui circulent, etc. Au niveau des CSP, vous êtes bien évidemment sur ces sujets, tu l'évoquais tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes aussi interrogé en amont, c'est-à-dire sur la façon d'utiliser, à quel moment le client s'engage, etc. C'est aussi un retour d'expérience dans la construction des sites et des parcours, ce qu'on appelle l'UX en général dans le marketing. Là-dessus, c'est aussi ça Alors c'est aussi ça exactement. Il faut savoir que le paiement, c'est considéré aujourd'hui comme la brique finale. Mais nous, on le considère un peu différemment chez CSP. Il faut vraiment l'intégrer que ce soit dans le parcours client directement. C'est-à-dire sans créer cette friction qui va arriver en étape finale de je dois sortir ma carte bancaire, mettre le numéro, etc. Donc on va la plupart du temps essayer d'arriver en amont, collecter les données comme tu l'as dit. Donc concrètement, ça passe par... la première étape, c'est l'intégration fluide du moyen de paiement par API, ou ça peut être aussi des pages de redirection sécurisées. Ça peut être l'intégration à des modules comme WooCommerce, comme PrestaShop ou Shopify par exemple. Mais le moment le plus efficace pour moi de le proposer, c'est déjà que la personne soit au courant qu'il puisse payer de telle ou telle manière. Et donc plus on va ajouter de moyens de paiement, plus il va se sentir aussi à l'aise dans le parcours, et il va être capable de se dire bah tiens, aujourd'hui je vais payer en 3-4 fois de manière fractionnée pour justement sortir un peu moins d'argent d'un coup, ou alors finalement je vais faire un virement instantané qui est aujourd'hui totalement sécurisé via Open Banking. Mais c'est éviter on va dire cette déperdition qui peut arriver au moment du checkout. On voit des clients par exemple qui vont valider leur panier ou qui vont être d'accord par un taux de crédit, et ensuite ils vont quitter la page parce que le checkout n'est pas suffisamment clair. On lui a pas suffisamment donné les informations de quel moyen de paiement il va pouvoir utiliser. Ne serait-ce que pour les préparer, par exemple. Exactement, on les prépare en amont. Et donc, à cette étape, il doit être prêt à payer de manière simple, rapide, sans impacter finalement tout ce qu'il a pu faire avant, donc tout son tunnel d'achat ou de collecte de ces informations-là. Et l'enjeu, c'est donc, comme je disais au début, de proposer un maximum de moyens de paiement, tout en garantissant, et tu l'as mentionné tout à l'heure, à la fois la RGPD, bien sûr, mais aussi tout l'aspect DSP2 et l'authentification forte, sur laquelle nous, on va intervenir avec des acteurs qui sont connectés à notre service via API, comme Tink ou Linkso, qui vont nous ouvrir en fait la porte à toutes les banques, le réseau de banques SEPA, et pour lequel le client va pouvoir se connecter de manière sécurisée avec une authentification forte, donc avec son code à 5 chiffres ou son Face ID sur un iPhone, pour ensuite renvoyer par API l'authentification, la validation, et puis la redescente d'IBAN qui va se faire de manière automatisée et très fluide. Donc pour résumer tout ça et pour résumer la question, il ne faut pas négliger l'expérience de paiement, et il ne faut pas non plus négliger l'expérience post-paiement. C'est-à-dire que la confirmation doit être instantanée. Si la confirmation intervient dans les 5 minutes, le client va déjà partir du parcours et ce sera compliqué de le récupérer. Les notifications, que ce soit par email ou par SMS, c'est très important pour le notifier que le paiement a bien été réalisé.
Et ensuite, la gestion fluide, et nous on travaille de plus en plus avec les marchands pour avoir un système de remboursement à la fois automatisé et sécurisé également. Donc on va venir pouvoir rembourser de manière unitaire ou en masse des clients qui souhaiteraient finalement annuler leur achat dans les 5 minutes dès la validation du panier. Ou des échecs de paiement. Donc on va venir renforcer aussi et donner de la confiance aux sites marchands en intervenant là-dessus. Alors, je reviendrai sur ce prolongement sur le site marchand lui-même, mais je reviens vers toi, Orly, parce que un site, qui soit marchand, qui soit vitrine, avant tout, il faut qu'il ait de la visite. Donc, c'est la conception du site qui souvent me pose un sujet. Alors, il y a des sites avec des applications low cost, WordPress, machin, qui sont un peu des sites tout faits en kit qu'on aménage. Et puis, il y a des sites personnalisés. Ça va dépendre de la volonté de la personne, de la spécificité de ce qu'il veut faire. Et sur la différence entre un site vitrine et un site marchand, c'est justement ça, c'est la conception. On est dès la conception dans une réflexion différente. Oui, évidemment. Déjà, c'est les premières questions qu'on pose. On part toujours du besoin client, toujours, mais du besoin, pas que le client, c'est aussi le vendeur, mais on va plus loin, on part de son besoin à lui, mais aussi de ses internautes et de ses acheteurs à lui. Donc on va jusqu'au bout du process et on revient à l'envers, en fait. C'est comme ça qu'on procède, en fait, dans la réalisation d'un site internet ou d'un projet. Et effectivement, un site marchand ne se conçoit pas du tout de la même façon qu'un site vitrine. Enfin, je sais pas si on peut encore parler de site vitrine aujourd'hui, parce que ils sont amenés à mourir, parce qu'aujourd'hui, un site qui propose... Dans notre métier, ils existent encore beaucoup. C'est vrai, mais on en reparlera dans 5 ans, ça va tellement vite en ce moment avec encore l'IA qu'on en reparlera. On sera vraiment dans une interaction, comme tu disais, où l'utilisateur va faire évoluer le site. C'est-à-dire que je voudrais ça. Moi, je parle de mes sites commerce, par exemple. Je trouve pas ce produit. Est-ce que tu l'as en telle couleur? Non, mais je peux te le commander ou je peux t'envoyer une notification. Ça n'existe pas. On est dans les prémices pour l'instant. Donc, c'est ça l'avenir du site marchand. Aujourd'hui, on est dans cette optique-là. Donc, bien sûr, on démarre toujours le projet par le besoin, mais on va anticiper aussi le besoin parce que le client n'a pas toujours la conscience ou la connaissance de ce dont il a besoin et de ce dont ses clients ont besoin. Donc, on va lui poser pas mal de questions, on va faire un point avec lui et on va lui proposer des solutions. Donc, avec des mainstream, des Shopify. La plupart du temps, ils restent quand même sur des CMS qui sont mainstream, parce que c'est moins cher et que ça marche bien, ça fonctionne. Il n'y a pas trop à se prendre la tête. Et puis, moi, j'ai des profils de PME, donc souvent, c'est aussi une question budgétaire, le fait d'utiliser... Mais ça sera un vrai sujet, là, qu'on abordera ensuite. Oui, c'est un vrai sujet. Les budgets ne sont pas les mêmes quand on fait du sur-mesure que quand on utilise un CMS, même si on le développe, c'est pas du tout les mêmes budgets. Donc moi, j'ai quand même énormément de clients qui sont sur des profils WooCommerce ou Shopify, de moins en moins PrestaShop, mais vraiment Shopify, c'est clé en main. Ça leur fait, tout fonctionne. Effectivement, le parcours paiement, il est fluide, etc. Il y a des blocs qu'on peut ajouter avec des modules payants. WooCommerce, quasiment tout est gratuit. Aussi, il y a des blocs payants, mais voilà, c'est plus simple, c'est d'installer une boutique en ligne aujourd'hui. La question que je pose, c'est, je pense que les futurs développements de ces sites vont être orientés justement sur l'interaction et sur le fait d'avoir ce qu'on appelle des plugins ou des extensions. Ce sont des petits modules qu'on ajoute à ces sites pour pouvoir avoir des choses qui interagissent, qui changent les recherches du site, qui ajoutent peut-être des produits automatiquement parce qu'on les a en stock. Ce serait peut-être ça l'avenir du site Internet marchand aujourd'hui. C'est un site autonome, tout comme aujourd'hui on a de l'autonomie sur la gestion de stock ou sur la gestion de produits. Vous avez un site, vous avez un stock, vous avez des produits en attente, des produits en vente, et c'est le site qui va gérer en fonction de la demande du client. Donc ce sera bien, parce qu'en fait, il n'y aura pas de gestion énorme de stock, ce sera presque à la demande, en fait.
Alors, Charles évoquait le sujet de la réflexivité, entre guillemets, par rapport à la fluidité. Oui. Moi, je suis consommateur, comme tout le monde, d'un certain nombre d'applications ou de logiciels sur lesquels je vais faire des achats. Je me déplace beaucoup, donc SNCF est un référentiel pour moi, parce que dans tous les cas. Mais je m'aperçois que quand on demande l'avis de l'utilisateur, il arrive soit souvent très tôt, soit en toute fin de parcours, et il est globalisant. Or, l'utilisateur, il peut à un moment apprécier certaines séquences de son parcours et pas du tout, finalement, la finalité. Alors, le sujet du paiement en est un, mais pas que. Il y a aussi le sujet du rappel, éventuellement, quand on a des assistants. Sarah, c'est quoi? C'est parce qu'on manque de maturité dans notre façon de concevoir les sites, ou c'est parce qu'on n'a pas non plus cette tendance à mettre en avant l'expérience client en permanence sur nos sites? En fait, je pense qu'aujourd'hui... Ou on a peur de la réponse du client. Ça peut être ça aussi. En fait, en fait, une entreprise, un des éléments clés, c'est l'amélioration continue. Il faut qu'on s'améliore d'une manière continue. C'est pour ça qu'on appelle ça l'écoute client, la voix du client, etc. C'est apparu il y a une dizaine d'années, &co. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer nos services ? Et c'est à ce moment-là quand on est parti sur les notes, en fin de parcours, est-ce que votre expérience elle est bien, etc., etc. Mais parce qu'à mon avis, on manquait de maturité plutôt technologique pour pouvoir réfléchir autrement. Et aujourd'hui, la maturité est devenue exponentielle. Tous les jours, il y a des annonces et des effets d'annonce on lance ça, il y a la possibilité de ça, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut repenser ce parcours autrement, avec ce qu'on est en mesure de mettre en place. Et toujours, parce que souvent, aussi, le client se sent... Il y a une notion d'intrusion quand on demande des informations, etc. C'est tout le dosage entre... Intrusion et peur de... éléments. Et surtout, le client, il répond toujours, ou le prospect, il répond toujours quand il y a de la valeur perçue en face. Ça veut dire que c'est des moments clés où il faut qu'il ait de la valeur en face. Ça veut dire que le service, il va s'améliorer pour faire quoi? Soit on va faire de la valeur, soit on va générer de l'empathie chez lui. C'est des mécaniques marketing émotionnelles qu'on peut aller chercher. Et du coup, ça vient de là. Mais aujourd'hui, je trouve que la technologie, elle est très mature et on sous-exploite le potentiel que ça peut faire. Pourquoi? Parce que le point de départ reste le business. C'est ça. Et le point de départ, c'est le business, et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Si je suis sur un site et je veux être visible, où sont mes clients? Il faut être là où les clients sont présents. C'est le premier point de départ. Du coup, faire à droite, à gauche, etc., non. On se pose les bonnes questions, on répond aux bonnes questions, et à ce moment-là, on se dit, hop, qu'est-ce qui va me permettre de le mettre en place comme technologie? Mes clients en tant que courtier en assurance, moi, en tant que courtier, je cible, par exemple, les primo-excédents, je caricature, ou je cible le deuxième achat, ou je veux diversifier mon activité au-delà de l'immobilier. Et là, on se pose des questions. OK, c'est qui ma cible? Elle est où? Elle est sur Insta, elle visite le site, elle recherche sur ChatGPT, etc. Hop, il faut que je sois présent. Comment je structure mon expérience? Comment je structure mon contenu pour y être? Justement, ces passerelles avec les autres canaux digitaux que sont par exemple les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est à mon avis énorme. Les rebonds qu'on peut avoir entre les uns et les autres, on voit souvent des liens sur les pages des réseaux sociaux, mais pas que. Est-ce que ces passerelles sont vraiment déjà établies, là, toutes deux qui vivent? Oui, absolument, oui. D'ailleurs, on ne considère pas un produit, un site, c'est un élément d'un parcours global, comme tu disais, évidemment, et on prend toujours en compte tous les canaux. L'omnicanal, comme ça existe depuis longtemps, mais là, on va partir de l'expérience de son parcours, et il va être offline, online, il va être aussi donc sur tous les canaux existants, et aujourd'hui aussi, les enjeux, c'est d'être mentionné sur les AI, voilà. C'est important, parce qu'en fait, ça suffit plus d'être sur les moteurs de recherche. On est sur des moteurs de réponse et pas sur des moteurs de recherche.
Donc, au lieu de ma démarche aujourd'hui, plutôt que de chercher sur Google un super resto où je peux passer une soirée avec mes copines, je vais aller sur ChatGPT, donne-moi le meilleur resto autour de mon travail et patati patata. Voilà. Donc, on est vraiment sur... et on attend des réponses. Et on attend aussi des réponses sur les intelligences artificielles, mais sur Google et sur les maps et sur les réseaux sociaux. Donc tout fait un espèce de sphère à 360. Et les réseaux sociaux ont un rôle évidemment majeur aussi, d'autant plus que maintenant Google référence les réseaux sociaux sur son moteur. Donc ça fait une boucle qui est bouclée. Je donne des exemples d'influenceurs qui ont fait monter des produits grâce à juste une mention, parler d'un produit, parler sans être subventionnés, qui ont fait grimper des sites en termes de trafic énormes. Donc en fait, tout est lié. On ne peut pas considérer un site comme un site. C'est insuffisant aujourd'hui. Voilà. Même l'écosystème. Exactement. Même sur l'achat, tu disais que tu sécurisais tout ce qui était paiement. Nous, on a des énormes demandes sur tout ce qui est Apple Pay, Google Pay, parce que les gens ne veulent plus rentrer, alors que c'est très frictionnant de remplir un formulaire. Donc, on a toutes ces étapes-là, effectivement, de parcours qui fait que sa vie, en fait... on essaie de faciliter sa vie, en fait, à tous les points de vue. Donc, c'est à peu près ça, si on devait résumer. Charles, est-ce que justement, cette nature de paiement, la facilité, c'est une donnée qui est prise en considération par ces plateformes ou ces moteurs de recherche pour... on va se dire la vérité, c'est du scoring quand même. Votre parcours, votre identification de site, etc. La façon dont les algorithmes repèrent que vous avez du contenu pertinent, pas pertinent, régulièrement mis à place, les mots-clés sont à choisir, etc. Enfin bon, on va pas passer en revue tous les algorithmes. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ils changent tous les 4 matins. Justement, pour éviter qu'il y ait des progiciels qui, en fait... un petit peu fausse le sujet. Est-ce que la notion de la capacité, paiement en ligne, paiement instantané, paiement carte bancaire fractionné, mais également peut-être crédit derrière qui soit mis en place, ce sont des éléments qui comptent et tu accompagnes aussi les entreprises marchandes là-dedans? Oui, bien sûr, c'est des éléments qui comptent. Et pour nous, le client devient réellement actif quand le parcours de paiement est optimisé. Donc ça passe par présenter au client les différents moyens de paiement, mais ça passe aussi par lui montrer qu'on va réaliser un paiement sécurisé. Et donc l'authentification est très importante dans ce schéma. Il faut qu'elle soit bien intégrée dans le site marchand, et ça, du coup, on accompagne les marchands petit à petit à qu'ils soient de plus en plus éduqués et qu'ils puissent aussi eux-mêmes rassurer leurs clients derrière, sans pour autant casser l'expérience client dont tu parlais tout à l'heure. Et côté données, nous on va intervenir sur par exemple de la tokenisation qui va venir sécuriser le paiement final, ou du paiement en one click, donc comme avec du Apple Wallet ou Google, etc., qui vont venir finalement faire passer le côté du paiement comme quelque chose de facile, de simple et en même temps d'agréable finalement, parce que quand on a juste à cliquer. Jamais agréable de payer, même jamais si agréable de payer, mais justement il faut le rendre le plus agréable possible. Et je pense que les moyens de paiement essayent de plus en plus de le faire. Et aujourd'hui on propose de plus en plus aussi de virements initiés, donc initiés par le site. Donc le client final n'a pas à rentrer l'IBAN ou de créer un bénéficiaire pour venir créditer le compte d'un marchand. Ça va passer par l'open banking. On va venir se connecter directement dans le compte bancaire via open banking sur le compte bancaire, donc BNP ou autre. Et via authentification forte, on va redescendre l'information à un site web qui derrière aura authentifié donc doublement ce paiement, et permettra finalement d'avoir un paiement de bout en bout totalement sécurisé. Donc oui, c'est très important cet aspect-là. Alors, j'avais dit que je faisais une petite circonvolution et que j'allais revenir sur justement le site marchand.
Aurélie nous disait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un site vitrine? Oui, j'en vois encore, hein, C'est forcément. vrai, c'est vrai. Ne serait-ce que des sites associatifs ou des sites non vendeurs. Mais en l'occurrence, effectivement, tout le monde essaye de venir closer le client en ligne d'ores et déjà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je rende vraiment mon site, mais vraiment vendeur? Est-ce que je dois obligatoirement mettre, je suis volontairement provocateur, hein, mais est-ce que je dois obligatoirement mettre un assistant de vente par intelligence artificielle? Est-ce que qui doit aider le client, le coacher, hein, le guider? Ou est-ce que au contraire je dois lui laisser, parce que le client parfois se sent prisonnier. Donc on est toujours ambivalent par rapport à ça, entre dire je veux qu'on me guide et qu'on me conseille, voire jusqu'à la fin, et en même temps je veux pouvoir avoir la liberté d'aller faire du picking à un moment ou à un autre. C'est quoi aujourd'hui les clés aujourd'hui? Alors, premièrement, je pense que le site marchand, on a en tête le retail. J'achète le négoce, etc. Oui, non, mais et j'achète des pantalons, Temu, etc. Exactement. et Et je vais aller jusqu'au bout et je vais aller au paiement et je vais être livré, etc. Ça c'est applicable et c'est super bien pour le retail quand je vends des marchandises. En revanche, quand je suis courtier, un site marchand, il n'a pas ce sens-là, à mon avis. C'est plus, je vais jusqu'au bout du parcours. Je vais avancer le maximum dans un parcours pour cette complémentarité conseiller digital. Et je crée la passerelle entre les deux le maximum possible pour qu'ils s'enrichissent mutuellement, qu'ils travaillent ensemble. Parce que l'humain a une place dans ce parcours-là. Et elle n'est pas anodine. Ce qui fait que si j'ai envie, en fait, et du coup, on sépare deux notions. J'ai un site, il faut que je génère des visites sur le site, du coup, qu'ils soient visibles, hop. Et là, on a plein de points, justement, les mécaniques marketing qui s'opèrent, le marketing digital, etc., les moteurs IA, structurer le contenu pour que ça soit repéré, etc. C'est toute une, je dirais... Une culture. Exactement, et de l'expertise extrêmement forte là-dessus. Et une fois qu'il est là, la visite, il faut que je la transforme en client. C'est-à-dire qu'il faut que je sécurise les clients très tôt dans le parcours et que je sécurise le dossier également très tôt dans le parcours. Sauf qu'on ne se ressemble pas tous et toutes. Chacun a des appétences complètement différentes. Et il ne faut pas parler d'un seul parcours. Il faut parler de plusieurs parcours en fonction et à chaque étape, on peut sortir et rentrer. À chaque étape, je peux contacter une agence. Oui, c'est ça. Le client doit il peut choisir. Tu revenais tout à l'heure avec l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'en fait, je dois pouvoir permettre au client de demander un rendez-vous, Exactement. de pouvoir avoir juste une réponse technique. Exactement. Parce que c'est pareil, il va pas prendre un rendez-vous pour aller poser une question sur juste est-ce que je fais du 30 ou du 50%. Et c'est exactement ça. En fait, il faut qu'il engage le parcours le maximum possible de son point de vue d'une manière digitale et autonome, et qu'il déclenche un contact humain quand il estime que c'est nécessaire et quand c'est nécessaire pour lui et également pour le conseiller. Et c'est là où ça devient intéressant. Moi, par exemple, je peux démarrer une expérience en disant « je veux un conseiller qui me contacte ». Et il y a ce type de profil, il y en aura toujours. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'émergence d'un autre profil et qu'il faut adresser via un nouveau parcours. Et c'est là où on intervient en se disant « ah ben tiens, ces nouveaux clients, nouveaux usages, nouveaux millénials, etc., ils ont besoin d'interaction. Ils ont besoin que le contenu, ça ne soit pas uniquement des articles que je suis en mesure de lire. Mais je pose des questions, et des questions complexes. J'ai 35 ans, je cherche un crédit, j'ai trouvé une maison. C'est comme ça que je vais interagir, en fait. Tu veux dire qu'en fait, il peut y avoir un parcours un peu écrit, et après, il y a des switches, c'est-à-dire qu'on va aller directement sur une étape supplémentaire, Exactement. etc. Et l'interaction, elle est langage naturel. C'est ce qu'on appelle le langage naturel quand on fait ce type de projet IA, en disant le compréhension il est très complexe. On n'est pas dans le chatbot où j'ai un arbre décisionnel. Je fais à droite, il a cliqué, oui, lui. c'est des vieilles arborescences, Exactement. etc. Là, j'ai 36 ans, j'ai trouvé une maison à Asnières, par exemple. Je gagne tant, ma conjointe gagne tant, mon conjoint gagne tant. Et combien je peux emprunter. Combien je peux emprunter. Et ça va être ça. Et là, on rentre dans... C'est ça que je disais, une découverte contextuelle. On a le contexte client,
sans parler de formulaire, où j'ai X lignes à renseigner, etc., etc. Et là, l'IA va prendre la main et on va interagir. Et si besoin, hop, je switch, et si lui souhaite, il va switcher. Et ces switches-là, ils s'opèrent, et surtout, la donnée circule. Ça, c'est super important. Que la donnée puisse circuler du digital au conseiller, et vice-versa, du conseiller au digital. Et il n'y a pas pire que je rentre en contact avec un conseiller et finalement, il a 0 information sur mon contexte alors que j'ai passé 10 minutes à échanger avec un agent conversationnel. Du coup, oui, l'avenir comme disait Aurélie, et je la rejoins complètement là-dessus, l'avenir d'un site web, c'est d'adresser ce type de parcours pour des profils qui sont en train d'augmenter en termes de nombre et en termes de besoins d'une manière exponentielle, avec de la conversation, que ce soit en langage naturel écrit et même à partir de la voix. On le voit même avec ChatGPT ou autres. On peut discuter, avoir la réponse. On attend la même réactivité d'un site. Alors, avec mes mots à moi, oui. etc. Et puis, si jamais je suis un peu plus profane, je vais dire que ça sert à rien d'aller vendre et de donner plein d'informations. Il faut donner la bonne information au bon moment. C'est ça. C'est ça. Et donc, les questions et ces besoins-là ne sont pas exprimés de la même façon pour tous les projets et pour toutes les personnes. C'est exactement ça. OK. Alors, est-ce que c'est au sein du même site ou est-ce que, quand j'entends cette bascule, est-ce que ça veut dire qu'on va les faire basculer à partir d'un certain niveau d'engagement du client? On va les faire basculer sur un extranet, par exemple, en lui ouvrant un espace personnel où il pourra effectivement prolonger si jamais il souhaite, parce que donner une réponse dans notre métier, c'est aléatoire, puisque ça va être très subjectif en fonction de sa situation, etc. J'ai pas une clé en disant j'ai 36 ans, j'habite à Nières, je suis marié, j'ai un CDI et je gagne 3800 balles, et hop, il va tout de suite me dire tu vas pouvoir emprunter 1200 balles. C'est pas ça le sujet, c'est tellement complexe que, Exactement. heureusement, pour notre métier, sinon on serait déjà plus là. Mais je bascule là-dedans ou je reste encore dans l'environnement du site? Toutes les deux, là, qu'est-ce que... on n'a pas le même sujet. Moi, je suis plus retail, donc c'est vrai que j'ai une réponse peut-être qui va différencier. C'est vrai que nous, on n'est pas encore rendu à l'ère de l'internaute qui arrive et qui a quand même besoin, tout comme bon étal, d'être attiré par le produit. Hein. Donc, on va quand même avoir un site avec des produits. Oui, l'ergonomie. Ah oui, évidemment, l'UX, l'UI, bon, c'est nécessaire. Je veux dire, on va peut-être plus se focaliser, parce que c'est vrai qu'avant, on voulait tellement tout montrer qu'on montrait beaucoup, Oui. quitte à être submergé. Donc, c'est vrai que ça donne des ventes aussi, hein, des cross-selling, hein, parce que, ah bah tiens, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Bon, là, on est en pleine analyse fine de l'internaute. Alors, j'ai envie de te dire que le fait de l'analyser, ça le met dans un tunnel où il ne va pas sortir de ses produits non plus, mais l'idée, ce sera justement donc d'avoir un espèce de site marchand avec des produits d'appel, hein, tout comme un magasin, et puis un espèce de vendeur virtuel, en fait. Une fois que j'arrive, de lui dire, est-ce que tu n'aurais pas plus à me montrer là-dessus, ou finalement, etc. Ça, c'est l'avenir du site marchand, en tout cas. Mais avec une volonté, un questionnement, parce que... Oui, avec un questionnement, avec une interaction, si tu veux. Un site comme Temu, par exemple, Oui. pour prendre des trucs très connus, à partir du moment où tu cliques une fois ou deux sur un truc, il va te laisser dans ce tunnel-là, Voilà. et ça va être compliqué d'en sortir. Exactement. Il va falloir qu'on confirme à plusieurs reprises avant de sortir de ce C'est ça. site-là. Ce serait pas l'idée. Ce serait l'idée que soit on te dit, bon, tu peux aller là ou tu peux aller là. Voilà, ce serait l'idée de cette interaction. Mais là, on est dans le futur du site marchand. On n'y est pas encore aujourd'hui. Pour faire un bon site marchand, on va encore respecter les règles de l'art, c'est-à-dire un très très bon UX, une très très bonne ergonomie de site pour amener le Pour qu'il ait client... confiance, quoi, en clair. Exactement, pour que l'ergonomie soit fluide. Effectivement, toute friction, ça peut être un départ potentiel. Donc, beaucoup d'analyses, beaucoup de retours, etc., pour pouvoir améliorer l'ergonomie. Là, on parle vraiment du futur quand je te dis, voilà, on t'aura un assistant virtuel, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment adapté à ton profil avec... Et puis ta garde-robe ou ton garde-manger, etc., avec ce que tu as déjà commandé. Tu pourras choisir si oui ou non, on se rappellera de tes ventes pour faciliter tes prochains achats ou pas. Mais il y aura un choix décisionnel de l'internaute de faire avec ou sans. Je pense que ça, c'est l'avenir du site, en tout cas pour la partie retail. retail. Voilà.
Et sur la partie service, alors du coup, alors c'est vrai que là, on n'a rien à vendre immédiatement, mais en fait, on se vend soi-même, entre guillemets, Exactement. par rapport à ça. Et on parlera aussi avec Charles, justement, de ce sujet-là et des particularités du métier d'intermédiaire qui, lui, c'est une vente au résultat et non plus aux moyens. Et effectivement, toi qui évoques aussi ça beaucoup avec les services financiers en général, c'est comment tout est basé avant tout sur la confiance qu'on instaure au fur et à mesure des étapes pour pouvoir en fait embarquer le client et qu'au final ils se disent bah oui, j'ai qu'à signer quoi en fait, c'est ça? Alors, par rapport aux propos d'Aurélie, là où je suis alignée avec elle, c'est la logique retail sur le socle solide. Et le socle solide d'un site, c'est en effet l'UX, UI, les informations qu'on montre, la manière en fait de naviguer, etc. Il y a des règles, c'est le socle, c'est le prérequis. On ne peut pas construire un agent conversationnel alors que le socle, il est faible. Ça c'est absolument pas possible. Quand on dit aujourd'hui, au lieu d'un formulaire figé pour tous les profils, on va venir dynamiser cette découverte-là avec de la récupération contextuelle. Et si je prends l'exemple de 36 ans Agnières, on va pas répondre en mode voici l'auto et voici, etc. Mais on va donner des informations que le client est en train de chercher et qu'il va le trouver dans un article s'il passe 1 heure à lire X articles. D'accord. C'est un peu ça le changement qui va opérer. Pourquoi ? Parce que il a besoin de rapidité, de personnalisation et d'instantanéité. C'est les nouvelles normes. Souvent un petit peu antinomiques. Exactement, c'est les nouvelles normes. Et ensuite, on va en effet positionner notre service. Parce que c'est aussi, on est là sur un site. On n'est pas là uniquement dans un agent conversationnel décorrélé du reste. On reste sur notre site et sachant que l'agent conversationnel, il peut prendre forme d'un chatbot comme il peut rester dans un formulaire. Bien sûr. Exactement. Ça, c'est de la manière de l'afficher. Et là, c'est plutôt des A/B testing, on teste, qu'est-ce qui marche pas, etc., etc. Et une fois qu'on a capté ce type d'informations-là, et je reviens sur la partie paiement et autres, ça dépend du parcours du courtier. S'il souhaite, par exemple, il y a dans son parcours, il se dit, il y a un contact humain. Ensuite, on récupère les différents relevés, etc. Ou bien au contraire, on peut être autonome. C'est au business de décider. D'accord. On donne les bonnes pratiques, on teste certaines approches, on va aller chercher qu'est-ce qui est mieux pour sa cible, parce que on peut être spécialisé d'un type de population, d'une type en fait de clientèle, ou quelqu'un qui est plutôt généraliste. L'approche du site, elle est absolument pas la même. Ce qui fait qu'on va se dire, ok, d'accord, si on veut récolter l'ensemble des informations avant, on peut lui demander, est-ce que vous pouvez nous donner votre relevé de situation, etc., etc. Oui, rassurer sur la RGPD. Excuse-moi de te couper. Moi, extraire. j'ai connu ces prémices de l'Internet intelligent, donc le Web 2, c'est où on se posait toujours la question, est-ce que je dois poser 10 questions ou est-ce que je dois en poser 30 ? Parce que la pertinence du contact ou de la relance va pas être la même et il n'y a pas de règle définie. Il y a des gens qui vont se dire, s'ils me posent que 10 questions, c'est clair, je vais passer un temps fou après derrière. Si jamais je suis à 50 questions, c'est clair, je vais abandonner parce qu'au bout de 3 minutes, c'est terminé. Enfin voilà, c'est des sujets comme ça. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils n'ont pas changé de ce côté-là. Et non, on va changer de ce côté-là. Ce qui change en revanche, c'est la puissance de l'IA. D'accord. C'est ça qui change réellement. C'est le moteur, l'algorithme derrière. Il est on passe de la logique déterministe, si, alors, machin, etc., à une logique modèle de raisonnement. Et c'est à ce changement-là qui va, en fait, énormément dimensionner en fait l'expérience d'une manière différente parce qu'il va savoir, Aurélie, elle a besoin de 10 questions en fait. Et je sais détecter qu'elle a besoin de 10. Bruno, je peux lui poser 30. Il va toujours rester avec moi dans le parcours parce qu'il a besoin d'une personnalisation très fine. Et ça, on est en mesure, en fait, de mieux comprendre la personne avec laquelle on interagit et d'ajuster à fur et à mesure qu'on avance dans le parcours pour récupérer certaines informations, etc. On est manière de le comprendre parce que j'ai passé tant de temps sur telle page, parce que j'ai fait tel parcours au sein du site, ou parce que je récupère des informations et que je sais que mon profil sur la page web, sur la page Facebook excusez-moi, je suis un vieux, mais la page Insta ou Snap c'est le mixte de tout ça. C'est ça. Exactement. Par exemple, je prends un exemple. Je vois que vous avez passé sur X temps sur un article.
vous avez commencé une simulation classique et vous avez abandonné tout ça pour aller sur un agent conversationnel. Là, je me dis, ok, d'accord, ce qu'il cherche, c'est autre chose. Il est resté sur par exemple, la page c'est quoi les aides pour les primo-accédants. Déjà, je sais un peu l'intérêt que vous portez à certaines situations ou pas. Et à ce moment-là, je vais alimenter tout ça. Hop. Et l'IA, on va lui donner des instructions, un historique, on va l'alimenter. Qui doit valider à chaque fois qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'il peut y avoir la personne peut très bien consulter pour quelqu'un d'autre, par exemple, pour ses enfants. Exactement, c'est exactement ça. Et ben, c'est parmi, en fait, les informations contextuelles qu'on va aller récupérer. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître très futuriste comme approche. Non, parce qu'on voit, finalement, on le voit assez vite, un peu sur tout ce qu'on fait. Vite, hein. Qui va sur, alors, désolé de citer des marques encore, mais qui va sur YouTube, qui va sur Facebook ou sur LinkedIn, et vous vous apercevez que vous avez en fait, il va analyser, il va vous proposer des familles, puis ensuite, dans la famille, il va vous proposer un truc de plus en plus étroit, qui va vous permettre normalement, d'être pertinent dans votre choix de recherche. C'est comme si on prenait le parcours formulaire, page, article, etc. On mélange tout ça et on injecte beaucoup d'intelligence avec l'IA et on va faire ça sous une autre forme. Et d'une manière très personnalisée. Comme il y a super longtemps, on avait tous le même catalogue. On cherchait, on avait et là d'un coup, on s'est retrouvé à avoir un catalogue personnalisé pour nous, avec les produits avec lesquels on a plus d'appétence à acheter ou pas. Qu'on a déjà acheté, exactement. Ou correspondent à notre âge. Hein. Exactement. Moi, le jour où j'ai passé 55 ans, je me suis vu inondé de mails sur l'EHPAD, sur les assurances spéciales seniors, etc. Hein. Donc, il faut assumer. Mais ce qui est intéressant... voir l'audition. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une logique marché qui s'opère. Le retail, c'est eux qui ouvrent la voie. D'accord. Historiquement, c'est eux qui ouvrent la voie d'un point de vue technologique, etc. etc. Le paiement avance, parce qu'il y a toute la partie bancaire derrière, etc. Il faut qu'on s'adapte, il faut la notion de sécurité et plus beaucoup de réglementation. Et les autres secteurs du service arrivent, deuxième time-in, en s'inspirant du retail et en l'adaptant à leur contexte. Et c'est pour ça que je disais, chaque business est différent, chaque parcours, c'est du chirurgical. Mais il y a des standards marchés qui sont associés en fait aux consommateurs finaux. Alors, on vient d'évoquer la notion de sécurité. Oui, tu nous en as déjà parlé à plusieurs reprises, Charles, mais on va parler de sécurité plus générale, c'est-à-dire la sécurité même du site, la sécurité de la préservation des données, et puis la sécurité, effectivement, des données enregistrées, parce que, effectivement, sur le paiement, on va proposer de plus en plus souvent aux clients, surtout s'il est client régulier, de laisser enregistrer ces données pour que ça soit très facile derrière. Je reprends mon exemple SNCF qui est très parlant, c'est qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'avant, il fallait que je fasse valider par la banque tout paiement carte bancaire. Aujourd'hui, en dessous de, je ne sais plus, ça doit être aux alentours de 50 €, systématiquement, ils prévalident. C'est-à-dire, c'est quoi? Ils prennent le risque que ça soit pas bon derrière parce que le montant est pas très élevé, ou c'est parce que il y a la fidélisation du client, parce qu'il y a d'autres éléments, parce que j'ai d'autres engagements d'achat qui sont déjà réalisés? C'est quoi le fait qu'on puisse me permettre de payer encore plus vite? Justement, pour te répondre, nous, on provient du retail. Donc, on a récupéré tout un tas de données du retail, donc que ce soit, voilà, pour pas citer, mais des anciennes comme Leroy Merlin, Métro, Ikea ou d'autres, qui sont des gros retailers depuis très longtemps sur le marché. Ils ont récolté tout un tas de données que nous, on va permettre de récupérer en fait, dans le canal de paiement. Qui aujourd'hui, les données qui sont stockées dans leurs ERP, etc., vu qu'on s'interface par API à ces ERP métiers, on va pouvoir récolter tout un tas de données. Donc quand a été fait le dernier achat, on peut même aller jusqu'à des données un peu plus poussées sur... si on fait de l'open banking par exemple, on va aller voir quels sont les différents abonnements mensuels qu'il a déjà payés ces derniers mois. Est-ce qu'il y a de la récurrence? Même si je ne suis pas concerné sur ce site par... Alors, au contraire, il y aura cette partie consentement, je vais y revenir après. Mais tout ça pour te dire qu'effectivement, on va pré-scorer, nous, le client, avec tout un tas d'informations qu'on va récolter, que ce soit en retail ou en e-commerce.
Mais pour moi, il y a deux aspects. La première, c'est le respect de la DSP2. Oui. Et c'est là qu'on va, nous, intervenir en tant qu'établissement de paiement. Soit nous tout seuls, soit nous avec des agrégateurs et également les banques. Donc c'est la directive sur les services de paiement, bientôt la DSP3. Oui. Enfin, moi j'appelle ça la DSP2 bis parce qu'en fait, exactement. elle est saucissonnée. C'est ça. Et puis, on a hâte en tout cas de la découvrir, mais on a déjà des premières pistes. Ça impose quand même des réglementations fortes. Oui. À la fois au niveau de l'authentification sur le site web, sur le site marchand, mais aussi sur l'authentification au niveau du paiement, sur la brique finale. Donc, sécurisation des données bancaires, bien évidemment, de l'IBAN, du couple IBAN porteur, on va l'appeler. Donc, l'IBAN est associé à un nom, il faut pouvoir le vérifier. Aujourd'hui, on est sur une évolution à ce niveau-là parce que la VOP est en train d'être intégrée par les banques actuellement. On va le développer parce que c'est le terme en anglais, hein, c'est ça? Oui, c'est la sécurisation finalement du couple IBAN porteur, donc du payeur. Rappelons juste la loi qui est rentrée en vigueur, enfin décrétée là, mais qui entrera en vigueur en début d'année prochaine, au milieu de l'année prochaine. Exactement, début d'année prochaine. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le nom, pour des virements instantanés ou des virements, il faut que le nom du payeur, du client, soit à l'identique que celui qui est mentionné sur l'IBAN de la banque. l'IBAN, donc on va venir le récupérer via Open Banking. Aujourd'hui, on sait récupérer des IBAN, mais on ne sait pas dire que l'IBAN appartient à Bruno Rouleau, par exemple. Et donc, à l'avenir, les banques vont finalement envoyer une notification sur l'espace bancaire en disant donc il y aura trois niveaux, c'est match, ça. Close match ou no match. Et si c'est un match, donc la personne prendra, le virement sera effectué, il n'y aura aucun problème derrière. Si c'est un close match, la personne qui souhaite émettre le virement... Elle pourra forcer le système en validant. Effectivement, mais par contre, ce sera de sa responsabilité si jamais il n'a pas fait le virement à la bonne personne et ça arrive sur le compte du mauvais bénéficiaire. Mauvais bénéficiaire, exactement. Donc ça va venir renforcer toute cette partie, finalement, sécurisation du couple IBAN porteur en allant chercher les informations et en ayant cette validation à l'intérieur du compte bancaire. Mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect RGPD, bien sûr, en plus de la DSP2. Parce que dès qu'on collecte des données de paiement ou des données d'identité, il faut pouvoir informer clairement le client dans le parcours. Il faut aussi obtenir son consentement, c'est très important. Et derrière, il faut que la personne soit en capacité aussi à terme, qu'on arrête de collecter ces données et donc d'arrêter finalement cette collecte. Et généralement, on reçoit de plus en plus d'emails aujourd'hui de boutiques ou de sites marchands qui nous demandent si on veut qu'ils conservent nos données ou si on souhaite les supprimer. Donc, ils nous donnent ce choix. Pour les sites qui font bien le travail et qui respectent la réglementation. Donc, attention aux adresses mail et aux adresses IP qui peuvent provenir de pays ou de tentatives de fraude qui se multiplient à tous les États dans ce cas-là. Alors, je voulais te poser une question, Charles, juste un peu particulière par rapport à notre métier, et l'heure tourne, on va être à la fin bientôt de la table ronde, mais c'est notre métier, comme je disais tout à l'heure, le client, on a deux moyens de le faire payer, soit on est dans le cadre d'un service indépendant, un service de conseil indépendant, et là, effectivement, on peut faire payer à la remise d'un rapport ou d'une étude, et puis on produit à ce moment-là une facturation payable immédiate, mais la plupart, on est dans ce qu'on appelle de l'intermédiation, et donc on a un mandat d'intermédiation sur lequel on ne peut réclamer l'argent que au moment du déblocage des fonds et donc de la réalisation de l'opération. Sur ce sujet-là, on est souvent confronté, nous, je parle des courtiers, à un problème de responsabilité par rapport au service de paiement, puisqu'en fait, on voudrait bien engager nos clients par rapport à ça, pour pas travailler pour rien, et puis pour lui faciliter la vie une fois qu'il a signé chez le notaire, mais en même temps, on ne peut pas exiger. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des moyens de paiement qui te permettent de différer, et avec la possibilité pour le client de stopper ou de valider le paiement définitif, un paiement à échéance en fait, hein, c'est ça? Oui, exactement. Il y a plusieurs solutions. Je parlais tout à l'heure du virement initié, qui va venir finalement connecter une brique Open Banking pour déjà en amont
récupérer et collecter les données du compte bancaire du client final, avec bien sûr son authentification, donc il va s'authentifier 2 fois, donc il y aura une double validation sur le circuit. Grâce à ça, on pourra venir, donc soit ça sera un virement comptant, donc le paiement sera directement... Oui, ou un fractionné. Exactement, ou soit on va fractionner, alors de 2 manières, soit on va fractionner avec avance de fonds, et là on fera appel à des financeurs comme Onet, Klarna, Ça. ou autres, qui peuvent intervenir là-dessus et qui vont fractionner le paiement en 3-4 fois, ou voire plus. Aujourd'hui, on peut faire du paiement 10 fois sans frais. On le voit même aujourd'hui sur la plupart des sites marchands, sur Amazon et autres. Il y a aussi le prélèvement SEPA. Le prélèvement SEPA est aussi tout autant sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on va signer un mandat de prélèvement au préalable. Donc, dès qu'il va en fait finaliser son parcours, il va signer le mandat. Nous, on va le garder de manière sécurisée. Si le marchand ou le courtier le souhaite, on va pouvoir le mettre à sa disposition dans un coffre-fort électronique. Et ensuite, on va, nous, gérer les échéances pour qu'on puisse finalement ne pas avoir un paiement fractionné, mais un paiement différé. On va venir le prélever à 30, 60, 90 jours. Donc, on ne peut pas aller au-delà, mais en tout cas, on va pouvoir lui offrir on appelle des facilités de paiement, qui vont enlever cette partie de friction qui peut exister sur le paiement. Et éviter aussi, en tout cas diminuer les taux d'abandon sur les parcours d'achat. Et donc c'est notre rôle aussi de proposer le plus de moyens de paiement possible et d'aller dans le même sens que la loi évolue, et tu le sais qu'elle évolue très rapidement. Donc, surtout, oui, on vient d'avoir la transposition de la directive sur le crédit à conso qui notamment accorde un gros volet sur ces histoires de microcrédit ou de paiement fractionné dans tous les cas. En termes de montant, de plafond, exactement. Également. On arrive au terme de cette table ronde. Je voulais vous remercier pour, franchement, toutes les explications. Alors, parfois, peut-être que nos auditeurs ont l'impression qu'on est parti dans des termes un peu techniques, mais en l'occurrence, si on veut boucler ça, et avant que je ne clôture complètement, juste un conseil que vous pourriez donner aux gens qui, justement, s'interrogent sur « je conçois » ou au contraire « je veux modifier mon site Internet », quel serait-il, Aurélie? Alors, 2 conseils très simples. La première, partez toujours de votre utilisateur. Voilà, si vous deviez faire quelque chose, c'est la base. Partez pas de vous. Non, partez pas de vous. Vous connaissez vos produits, mais vous ne savez pas comment votre utilisateur, votre acheteur va l'appréhender. Donc, partez toujours de là. C'est très important. Et le deuxième, testez, récoltez le maximum d'informations, de retours, de commentaires, et surtout les pires. En fait, pourquoi? Parce que dans les mauvais commentaires, dans les mauvaises approches, c'est là qu'on va faire les améliorations. Parce que c'est super d'avoir des bons retours, etc. On est content, mais ça veut dire qu'on a bien fait le travail. Là où on veut s'améliorer, c'est là où ça ne va pas. Donc moi, je suis très partisan de récolter le maximum d'informations pour tester, améliorer, retester, réaméliorer. Donc on est toujours content d'avoir des retours, les premiers retours, jusqu'à trouver une satisfaction globale de chaque personne, puisque l'idée, c'est de ne pas plaire à tout le monde, mais de plaire à chacun. Voilà. Ouais, avec ces fameux nouveaux métiers qui existent, les Customer Success, c'est ça. C'est ça. Je suis désolé. Sarah, un dernier petit mot, un conseil? Investir dans le socle solide, c'est-à-dire le UX UI, parce qu'on a besoin d'un site qui rassure, qui explique, etc. à chaque étape. Et sur les autres sujets qui sont plus les sujets d'avenir, même s'ils commencent aujourd'hui, commencer petit. Ne pas investir massivement en disant je vais faire ça, je vais révolutionner, etc. Commencer petit et scaler petit à petit, justement avec cette notion d'itération. Et c'est comme ça... Scaler, c'est progresser. Exactement. Et progresser et monter en puissance petit à petit, c'est ça qui va permettre en fait que l'investissement matche très bien et surtout soit rentable. Parce que quand on investit, on a besoin de rentabilité, de retour sur investissement. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Pas la peine d'investir massivement. Trop gros. Exactement. Petit à petit. Vaut mieux et c'est comme adapté, ça. etc. Et évolutif. Charles, dernier mot? De mon côté, je rejoins ce qui a été dit auparavant. Mon conseil, c'est
penser client finalement. Le client est au centre du parcours, du début jusqu'à la fin. Ne pas considérer le paiement comme la brique finale, mais bien comme un élément à part entière du parcours, Dans le parcours. parcours client. Et ensuite, être capable de s'appuyer sur des partenaires technologiques agréés qui vont être solides sur la partie conformité, donc DSP2, et surtout de la partie RGPD, car aujourd'hui on est de plus en plus surveillé. Et les amendes et les sanctions sont lourdes. Hein. Exactement. Exactement. Les sanctions sont lourdes et nous, on est de plus en plus contrôlés donc, par la CPR. Et les sites marchands ont besoin, je pense, de cet accompagnement pour effectivement que ce soit plus fluide pour eux, plus facile à intégrer et qu'ils soient au courant de toutes les nouveautés qui arrivent sur le domaine du paiement. Eh bien, merci, je ne pouvais pas mieux conclure. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.